Bonjour à tous, du coup aujourd'hui je pars pour la Lyon-Genève Ultra Night Race. Donc comme son nom l'indique, une course de cyclisme sur route qui relie Lyon à Genève. 301 km pour 2500 de D+, quelque chose comme ça. Donc c'est pas folichon au niveau des nivelés. On va avoir du vent de face tout le temps. 3/4 face légèrement sur la gauche et de face totale sur les 50-60 derniers, je crois. En plus, vent qui risque d'être important. Ça va être un bon vent de nord qui risque d'être important. Donc on va être assez nombreux a priori pour cette course de nuit, puisqu'on partira à 22h de Lyon. Il y aura des éminences du cyclisme qui vont participer, notamment un que vous connaissez tous, ou presque tous sûrement, Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland, qui vient de passer en retraite, d'être en retraite professionnelle, du cyclisme professionnel, mais visiblement il continue, il essaye d'autres choses, donc pour le coup sur de la longue distance, mais qui reste sympathique quoi, 301 km, 2500 de dénivelé. C'est quelque chose qui devrait se rouler. Pour lui, ça va aller très vite. Lui, à mon avis, en 8 heures, il l'a plié, le bordel. Même pas. Peut-être même en 7 heures. Enfin, j'en sais rien, je me rends pas compte. Mais voilà, ça devrait se plier avant le midi demain, quoi. Avec un départ à 22h. Donc, j'espère que les enregistrements seront audibles avec le vent. J'espère ne pas oublier de faire des enregistrements parce que sur la dernière course, souvent j'y pensais pas, j'étais dans le truc et du coup j'ai oublié de faire des enregistrements. Voilà, bonne écoute à tous. Donc pour décrire mon vélo, moi je pars avec mon fidèle Orbea. Donc là on sera sur une configuration à 12-13 kg. Donc c'est finalement assez léger pour de la longue distance pour moi, mais pour 300 km c'est largement assez. Alors pourquoi ? Parce que je fais quelques essais, j'ai aucune envie j'ai pas d'objectif particulier sur cette course, si ce n'est de la finir. Du coup j'en profite pour tester quelques petits trucs. Donc moi là, sur mon fidèle Orbea, en DI2, 105 DI2, donc fraîchement installé depuis quelques semaines maintenant. Donc avec les prolongateurs, j'ai pas trop l'habitude, je suis pas un grand fan de ça. Pour ceux qui connaissent pas les prolongateurs, c'est comme les triathlètes là, on a l'impression qu'ils posent les coudes sur le guidon. Donc j'ai pas trop l'habitude de les mettre, je les mets de temps en temps un peu quand je suis dans la plaine du Forêt. Et donc là j'ai décidé de les mettre. Au niveau de ce que j'emmène une veste type pour le froid, un peu kawaii, mais légère, parce qu'il risque de faire chaud, et j'emmène pas mal de matériel de réparation, comme toujours. J'ai toujours un peu cette phobie-là de casser ma chaîne, de tout, donc du coup j'emmène toujours tout. Là j'ai enlevé ma pompe, d'habitude j'emmène une pompe, là j'ai pris que des cartouches. Et puis voilà. Bon, on est près de 24 heures après ces 2 premiers enregistrements. En fait, j'en ai fait une formidable. Hier, je vous enregistre tout ça. Et je me suis rendu compte que la course, en fait, elle était que le samedi et non pas le vendredi. Donc du coup, j'allais commencer à partir pour Lyon, à me préparer à partir pour Lyon. Quand je me suis rendu compte que si je partais pour Lyon, j'allais attendre 24 heures à Lyon pour rien. Donc voilà. Bon, cette fois, c'est vraiment le bon jour. C'est 16h là C'est 16h30 là, dans 2 bonnes heures, je partirai pour Lyon. À tout à l'heure. 20h19, moins de 2 heures avant le départ. Je viens juste d'arriver à Lyon. J'aurais dû arriver plus tôt, mais bon, vous connaissez mon inimitié pour cette ville de... Et du coup, j'ai galéré à trouver le truc. Voilà. Allez, 1 heure avant le départ, je suis au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Confluence, de là où sera donné le départ. Donc certains dorment, certains discutent, certains font recharger les téléphones, chacun fait son petit truc. Il y a du beau vélo en tout cas, il y a des sacrés vélos. 21h15, briefing d'avant-course. Et faites très attention.
problème en cas d'accident. C'est vraiment le respect du code de la route qui s'impose. 15 minutes avant le départ, prêt à partir sur la ligne. Allez, kilomètre 100, ça a roulé fort, à peine 2h50 de roulage. On vient de passer le deuxième CP, il y a 5 CP en tout. Allez, 3h20, kilomètre 120, ça roule très fort. 4 heures de course, kilomètre 140, on est le long du Rhône sur la Virona. Allez, kilomètre 150, je viens de passer le 3e CP. Et jusqu'à présent, j'ai toujours été avec le groupe de tête. Mais là, je pense que je vais laisser partir. Je marque un peu le coup, je pense, avec le 400 de la semaine dernière. Mais c'est cool, quoi. 4h12 de route, 146 km exactement. Donc c'est cool, tranquille. Allez, kilomètre 204. Il me reste 97 km et à peu près 1005 de D+. En gros, on arrive dans les reliefs, quoi. On a eu une ou deux bosses avant. Et on arrive dans les reliefs du Jura. Donc là, le ravito au kilomètre 204, c'est l'avant-dernier, enfin le ravito CP, parce que là, en fait, il y a une deadline. Ceux qui passeront après 10h du matin n'auront pas le droit de repartir, en fait. Bon, donc du coup, je suis large. Là, c'est 4h33 du matin. J'ai plus de 5 heures d'avance sur la deadline. Donc c'est cool. Kilomètre 230. Il reste 71 km. Ça pourrait paraître peu, mais là avec les reliefs, le moindre petit 4-5% avec les 230 bandes derrière, vu que ça a roulé vite, la moindre petite pente ça fait mal. Allez, on s'accroche. J'ai le genou gauche qui me fait mal, vraiment très douloureux. Je peux pas vraiment relancer ou me mettre en danseuse, mais bon, 70 bornes, c'est 70 bornes. On s'accroche. Allez, je viens de quitter le dernier ravito CP. Il reste 53 km avec le col principal. Col de la Fossie, si je dis pas de bêtises. Il se nomme. À tout à l'heure. C'est marrant, on croise les participants de la RAF qui eux passent dans l'autre sens. Et là je viens de croiser Clément Clisson en espérant pour lui qu'il aille chercher la gagne. Après vérif, je me suis complètement planté, c'était pas Clément mais quelqu'un en orange comme lui. Et je viens de passer le col de la Fossie, 1323 mètres. J'en voyais pas la fin. Je suis content de basculer. Il reste 25 km. Allez, une petite heure, je vais arriver vers les 9h du matin. Et ce sera très bien. À toutes. Allez, plus qu'1,5 km. Allez, donc cette Lyon-Genève Ultra Night Race 2023, c'est terminé. 301 km, 2800 mètres de dénivelé positif. On va débriefer tout ça. Donc pour ma part, c'est un peu plus de 10 heures à 29 km/h de moyenne avec 15 minutes d'arrêt sur l'ensemble de l'épreuve pour se ravitailler, remplir les bidons, faire le petit pipi qui va bien. Donc moi j'ai une grosse douleur au genou gauche. Même le droit, j'ai l'impression que ça commence.
Je sais pas du tout pourquoi. Donc tellement je suis allé à l'ostéo ce matin parce que j'avais très mal. Il m'a assez rassuré. Il pense que c'est multifactoriel et que ça peut durer à peu près une semaine, mais que ça devrait revenir à la normale assez rapidement. Très content de ma gestion du sommeil et de la fatigue. Bah déjà parce que je me suis trompé de jour en croyant que c'était la veille. Du coup, la veille, j'avais fait une grosse sieste avant de partir. Et le jour même, pareil, j'ai fait un bon dodo dans l'après-midi jusqu'à 16h. Et du coup, je suis vraiment hyper content de ma gestion de la fatigue. On est parti de l'hôtel de région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon, et on a pris tout de suite les quais du Rhône. Donc pour moi, les quais du Rhône, c'est le gros point noir, on va y revenir. Après, ça a fait peloton de 60, et puis petit à petit, ça s'émiettait jusqu'à une petite trentaine, je pense, quand j'ai quitté le peloton à kilomètre 150, juste après le deuxième CP. Le troisième CP. Il aurait fallu faire un gros effort pour reprendre le peloton, parce que certains avaient des personnes qui leur passaient les bidons, donc reprenaient tout de suite. Moi, j'avais personne pour me donner un bidon ou quoi, donc il faut que je m'arrête, que je remplisse le bidon, que je reparte, etc. Donc tu perds une minute à combler avec un peloton qui roule à 40. Je te laisse imaginer l'effort que ça fait, surtout sur la Via Rona. Et donc après les 150 derniers, quasiment seul, de temps en temps avec des petits groupes. En point d'orgue, avant de basculer sur le Grand Genève, c'est le col de la Faucille. Le col de la Faucille, quand tu le regardes sur le papier, il n'a pas l'air très dur. C'est environ, je dirais, une trentaine de kilomètres, mais en fait, c'est une trentaine de kilomètres de montée-descente, avec des petites descentes, hein, évidemment, vu que tu montes, avec des petites descentes et après des montées. Donc, c'est très casse-pattes, c'est pas régulier. Donc, en fait, c'est pas si facile que ça. Tu le regardes sur le papier, tu dis, oh, c'est bon, c'est easy. Ça doit être du 2% de moyenne avec les descentes. Désolé, je bois mon café. Mais au final, ça te fait un bon petit col. C'est sympa. En plus, c'est assez joli. C'est assez sympa. Et puis après, tu bascules. Tu as la vue sur le lac. Et tu bascules jusqu'au Grand Genève à l'arrivée. Donc, il y avait 5 ravitaux CP. Comme je dis, ça c'est l'habitude de dire CP. CP, ça veut dire checkpoint. Et souvent, quand tu as un ravito dans les courses type d'ultra, c'est un CP. Là, en fait, tu n'avais pas vraiment de CP parce que tu n'avais pas de contrôle ni rien. Hormis celui des 200, je crois. Je ne sais plus si c'est celui des 200 ou des 250 où tu avais la barrière horaire des 10 heures à basculer, quoi. Fallait que tu passes avant 10 heures du matin. Sinon, tu étais hors course. Sinon, tu pouvais le finir, mais tu le finissais par tes propres moyens. Tu n'étais plus dans le cadre de l'organisation. Donc les plus, déjà c'est l'organisation bien rodée, quoi. Tu le vois tout de suite, hein, quand une organisation elle a l'habitude d'organiser, là c'était top du top. Vraiment, c'était super bien ficelé, quoi. Super bien ficelé. Les plus, les ravitaillements tous les 50 km, je trouve ça super sur une course de 300 km pour quelqu'un qui voudrait faire un format un peu plus long que de ce qu'il a l'habitude de faire, mais comme ça au moins il n'a pas trop besoin de gérer sa nourriture, il peut s'arrêter tous les 50 km, ça je trouve ça vraiment cool, et ça permet l'accessibilité de l'épreuve à tous, à mon sens. Encore une fois, là quand je fais le podcast, c'est mon ressenti. Chacun aura le sien, chacun a son propre avis. Là, j'évoque que le mien. Évidemment, ça ne sera pas le même que celui de Pierre-Paul ou Jacques. Encore un gros plus de l'organisation, c'est que dès le lendemain, enquête de satisfaction pour savoir ce qu'ils pensent pour que les coureurs donnent leur avis sur ce qu'ils ont pensé de l'épreuve. Donc ça, je trouve ça super cool parce que c'est pas énormément d'organisations qui font une enquête de satisfaction. Ça démontre la volonté de l'organisation de vouloir progresser, de vouloir améliorer l'épreuve, de peut-être de donner une épreuve qui ressemblera plus à tout le monde. Puis évidemment, tête d'affiche, t'avais Pierre Rolland, donc c'est toujours très sympa de rouler avec des gars que t'as encouragé derrière ta télé ou voilà. En plus, le mec a l'air vraiment très sympa, très simple. Donc c'était vraiment cool. Donc les moins, pour moi, c'est le départ. C'est départ à 3, c'est jamais très cool, toutes les 15 secondes. Donc il y avait un départ de 3 coureurs toutes les 15 secondes. Donc si t'es à la fin, t'es niqué. Si t'es au début, c'est bien. Ensuite, les moins, je dirais le drafting. Moi, j'autoriserais pas nécessairement le drafting sur ce type de course.
Pourquoi ? Parce que là, on l'a vu, ça fait un gros peloton qui roulait vite. Peloton de nuit, donc nuit, tu as plus de danger parce que moins de visibilité. Peloton qui empruntent parfois de la Via Rona, donc des routes très, très, très étroites avec des barrières où tu passes à 1, donc tu crées un freinage avant la barrière. Après, tout le monde, c'est celui qui va passer le plus vite. Après, derrière, ça fait l'élastique, donc faut mettre faut mettre beaucoup de puissance pour revenir dans le peloton. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. De plus, là, t'en avais pas mal qui avaient, je pense, jamais fait de peloton ou très peu. Tu le vois, hein, vite, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du peloton. Et puis évidemment, la nuit, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Donc moi, je pense pas que ça soit très judicieux d'autoriser ce peloton de nuit. Donc j'ai vu qu'une seule personne tomber. Après, il y en a peut-être eu d'autres. Et puis voilà, s'agissant du peloton, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, il y a aussi évidemment les dangers quand tu es dans les communes. Parce que maintenant, je crois qu'on appelle ça les rétrécissements urbains. T'en as de plus en plus. Ça devient affreux. Déjà, quand tu roules à 3, c'est chiant. Mais quand tu roules en peloton, c'est vraiment très chiant. Donc de nuit, tu les vois pas forcément tout de suite. Et puis les dodanes, maintenant, tu as des multitudes de dodanes avec les dodanes qui prennent juste le centre de la route. Et donc les gars qui n'ont pas nécessairement l'habitude de rouler en peloton, ils vont mettre un coup de guidon pour passer à gauche ou à droite du dodane. Et ils calculent pas forcément le gars qu'il y a derrière. Et donc du coup, ça peut créer du danger. Là. C'était souvent qu'on était à la limite de la chute et que ça chutait pas. Tant mieux s'il n'y a pas eu trop de casse. Mais voilà, si on peut limiter ou éviter la casse, moi je suis toujours d'avis qu'il faut le faire. Classement officieux, oui, parce que c'était pas un classement officiel. Pourtant, ça s'appelait Night Race. Race, je crois que ça voulait dire course en anglais, mais c'est vrai qu'avec mon niveau d'anglais, je vais pas me la ramener. Mais bon, de toute façon, en fait, la course, c'est pas l'événement qui crée la course, c'est les coureurs. Là, ça s'est tiré la bourre, ça faisait la course, clairement. Alors, pourquoi des classements officieux ? C'est souvent sur ce type de course qu'il y a des classements officieux. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'organiser un classement officiel parce que pour avoir déjà parlé avec un organisateur de course qui m'expliquait qu'en fait c'est souvent dû aux préfectures. Les préfectures disent si à course il faut qu'il y ait tant de bénévoles à tel croisement de route et donc ça crée beaucoup de contraintes pour l'organisateur et qui du coup ne pourrait pas faire des événements au prix auquel il l'organise, ça serait beaucoup plus cher. Il faudrait trouver les bénévoles, donc ça serait un gros bordel à organiser. Et donc les organisateurs souvent préfèrent classer ça comme une randonnée cycliste. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces gars au croisement qui font la circulation, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent et au final, il y a un classement officieux. Toi, t'as fini tant, toi, t'as fini tant. Et ça se tire la bourre quand même. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les courses de longue distance. Après, c'est les coureurs qui font la course ou qui se tirent la bourre. Moi, une fois, sur un BRM, ça me fait penser, là, un BRM 300 à Rouen, il y avait 2-3 mecs, ils se tiraient la bourre, mais fallait voir, quoi. Et pourtant, c'était un BRM. Tu finissais dernier, c'était comme si tu avais fini premier. Bref, donc ouais, ça serait peut-être cool de voir pour les prochaines éditions à pouvoir faire vraiment un classement officiel. Après, encore une fois, c'est mon avis. Chacun se fait son propre avis, même si c'est clair que dans ce type d'épreuve, c'est pas le classement le plus important. Le plus important, à mon sens, c'est d'arriver au bout de l'épreuve. En fait, que tu arrives premier ou dernier, ta fiche de paye, elle changera pas à la fin du mois. Ta gloire, t'auras pas de gloire particulière à en tirer. Mais voilà, ça mange pas de pain d'avoir un classement, donc à voir. Pour l'année prochaine, moi, si j'étais l'organisateur, le premier truc auquel je travaillerais, c'est le départ. Donc j'ai relevé 3 points qui pourraient être travaillés si j'étais l'organisateur.
Moi, je verrais un départ ou d'un autre endroit en périphérie de Lyon. Mais bon, c'est toujours pareil. Premièrement, donc si tu crées ce départ d'un autre endroit, c'est que le lieu aura peut-être aussi ses failles et ses défauts à pallier. Désolé, je bois mon café. Deuxième possibilité, ce serait de faire un départ neutralisé. Tu pars du même endroit, mais tu fais un départ neutralisé. Dans le quai du Rhône, tu mets des motos de l'Orga ou de la police municipale. Tu roules à 10 km/h, même pas, sur les quais de Rhône. Et une fois que tu es en sortie de Lyon, allez hop, départ réel. Et pour moi, la troisième possibilité qui serait la plus... qui irait la plus dans l'idée que je me fais d'une course comme ça, ou qui me conviendrait le mieux personnellement, ça serait mais qui demande aussi plus d'orga, c'est vrai. Ça serait de faire un départ comme en mode chrono. Donc mettons chacun a son horaire de départ à partir de, je sais pas moi, 18h, j'en sais rien, ce que tu veux, et toutes les 2 minutes tu fais partir quelqu'un. Donc ça te permettrait d'avoir un trafic assez fluide sur les quais de Rhône. De temps en temps tu fais partir des motos de la police municipale ou de l'organisation avec les gars. Et ça te permet d'avoir donc du coup je disais, ça te permet d'avoir un trafic assez fluide sur les quais de Rhône et de pas avoir de peloton sur les quais de Rhône. Et ça te permet aussi d'éviter les gros pelotons à 60. Parce que se regrouper, tu pourras te regrouper de temps en temps. Puisque 2 minutes, tu arrives à rattraper quelqu'un ou tu te fais reprendre. Mais ça sera plus difficile de faire un peloton de 60. Parce que 60 avec des départs toutes les 2 minutes, ça fait 120 minutes de battement. 60 x 2. Voilà, après c'est mon avis. Je crois que c'est la RAF qui fait comme ça, ces départs. Qui font des départs un peu chacun à son tour. Et donc après, le temps est pris sur ton départ de chrono. Voilà, c'est une idée que je soumets. Encore une fois, c'est ma propre idée. L'organisation a affirmé sa volonté de faire grandir l'événement. Donc à savoir que la première année, ils étaient 40. Là, pour cette seconde édition, on était 140. Et donc, souhaite qu'il y ait encore plus de monde l'année prochaine. Peut-être que le parcours sera changé avec pourquoi pas le Grand Colombier. J'ai vu que c'était dans le questionnaire de satisfaction, il y avait souhaitez-vous que le Grand Colombier soit à l'affiche de la 3e édition. Moi clairement oui, hein. Clairement oui. Après je pense qu'il vaut mieux monter par culose. Et puis voilà. Donc oui, pourquoi pas le Grand Colombier. Je vais garder un œil attentif sur cette organisation de la Lyon-Genève. Et pourquoi pas aller aussi sur d'autres courses qu'organise l'organisateur. Parce qu'il y a des courses qui m'intéressaient déjà. Et donc vous retrouverez peut-être d'autres podcasts sur les courses qu'organise l'organisateur. Notamment une dans l'Ain qui me plaît particulièrement. Voilà. Je ne ferme pas la porte. Disons que je ferme pas la porte à l'idée de revenir les années suivantes. Parce que, certes, j'ai eu mon genou douloureux, mais je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Moi, je n'étais pas venu pour faire une quelconque performance, hormis finir. Pourquoi ? Parce que, la semaine dernière, j'étais déjà sur un 400 km. Je savais que j'allais pas être tout frais. Mais je voulais tester certaines choses. Notamment, j'avais une sacoche particulière que je mets pas d'habitude, je voulais voir ce que ça donnait, et je voulais emmener certains bazars que j'emmène pas nécessairement d'habitude, pareil pour voir ce que ça donnait, faire des essais, et parce que là c'était une course de nuit, en gros tu passais la nuit totale sur le vélo, et je voulais un peu, j'ai cette volonté de progresser un peu la nuit, parce que ça n'a pas souvent été mon point fort. Pourquoi, je sais pas trop. Je pense avec le recul que c'est un problème d'oreille interne, parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux depuis que je mets plus de lampe frontale. Depuis que j'ai une lampe fixe, j'utilise 2 lampes fixes la nuit, une qui éclaire l'environnement, donc un peu plus large, et une qui éclaire vraiment ma roue.
Enfin, à peine devant ma roue. À l'époque, j'avais qu'une seule qui éclairait la route et ma roue, et une frontale qui était sur le casque. Et en fait, je pense que c'est cette frontale qui me rendait malade. Le fait de tourner la tête, d'avoir la lumière en même temps que les mouvements de ma tête, je pense que ça me rendait malade en fait. Donc depuis que j'utilise plus la frontale, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode, et à bientôt pour un prochain épisode.